Vous avez 2 enfants, c'est ça? 2 filles. Une grande et une petite. Je ne sais pas si vous prenez du sucre. Alors, je vous ai bien mis. Super, merci. Attendez. Un petit café pour marquer la fin de journée de travail. Angélique Grune est cuisinière à plein temps dans une maison de quartier. À la fin du mois, sur sa table de mère célibataire de 2 enfants, 1 300 € pour remplir tout juste le frigo et une impression tenace. On se dit qu'on va travailler pour rien, quoi. Pas pour vivre, mais on doit survivre. Comment est-ce que vous décririez votre quotidien? Vous devez vous priver de certaines choses? C'est quoi votre stratégie pour vous en sortir, en gros? Privé de vacances. Voilà. Ce serait gai de pouvoir se dire tous les ans, je peux emmener mes enfants en vacances d'hiver. Tandis que là, on se dit, chouette, ils peuvent partir avec l'école, mais leur offrir des vraies vacances avec les parents, c'est pas toujours évident. Angélique aime pourtant son nouveau travail, d'autant qu'elle gagne 1 600 €, mais 300 € sont retenus à la source par un service de médiation de dette. Comme moi j'étais mal payée, je ne savais pas payer mes factures et du coup, Des dettes accumulées pendant 1 an et demi alors qu'elle travaillait dans une sandwicherie à Anderlecht. Déclarée 20 heures semaine, elle en travaillait 44 pour 1 200 € par mois. On était sous-payés, insultés, maltraités. Et vraiment, les patrons, ils croyaient qu'ils étaient dieux. Quand travailler n'est plus gagner sa vie. En 10 ans, les temps partiels ont augmenté de près de 30%, sans parler du recours accru aux CDD, contrats d'insertion et autres stages. L'assouplissement de la législation du travail engendre de nouveaux statuts et avec ceux-ci apparaît une nouvelle classe de prolétaires, selon les termes du sociologue de l'ULG Bruno Frère. Une nouvelle classe sociale qui est celle du précariat. Ce précariat-là, contrairement aux pauvres de jadis, travaillent, mais en plus parfois combinent plusieurs emplois. Face au délitement du salariat de papa, de plus en plus de Belges deviennent indépendants. À 32 ans, Laurence est son propre patron depuis 2 ans. Elle vend des produits artisanaux sur les marchés bruxellois. On fait un petit sachet? Voilà, un petit sachet des 3. J'en mets combien de chaque? J'en rêvais depuis toute jeune, quand on joue au magasin. Puis voilà, je l'ai créé. Mais du rêve à la réalité, il y a un gouffre. C'est bien entre 60 et 80 heures par semaine de présence sur les marchés. Et puis, il y a toute la paperasse à assumer à la maison. 17 jours sur 7. Oui, ça c'est clair. J'aimerais bien dire 8 jours sur 7 si je pouvais, mais... Parlons peut-être un peu revenus. Vos revenus, ils sont pour l'instant importants ou pas? De 0. J'ai la clientèle suffisante pour pouvoir assumer les factures professionnelles, mais pas pour pouvoir me payer le moindre sou. De quoi confirmer une statistique. En Belgique, un indépendant sur 3 vit sous le seuil de risque de pauvreté. On a envie de fonder une famille aussi et clairement, ça n'est pas compatible avec mon activité actuelle. Donc le choix, oui, c'est de me retourner peut-être vers un mi-temps ou un temps plein et rester indépendante complémentaire et continuer à travailler les week-ends ou certains jours de la semaine, à voir si je trouve du travail. Quand bien se loger à Bruxelles devient un privilège. Les 5 membres de la famille Bachraoui vivent dans un appartement à Anderlecht. Les 3 filles encore à charge ont leur propre chambre, les parents à la retraite aussi. Rien à redire sur la qualité du logement, mais bien sur le loyer. 1 290 €, c'est la pension de mon mari, la totalité des pensions qui va au loyer. C'est le sucre. C'est assez ou je dois en rajouter. Une femme au foyer, un homme qui a travaillé toute sa vie dans les mines puis à la Stib et à la retraite donc, une situation intenable. Avec les 800 € d'allocation familiale des 3 filles, je gère tous mes problèmes. Et après, il faut compter que le 15 du mois, il reste rien, il n'y a rien qui reste. Votre niveau de vie s'est vraiment fortement dégradé depuis que vous êtes dans cet appartement trop cher? Oui, il s'est dégradé beaucoup. Et on n'a pas une vie digne. Ça veut dire que je dois demander toujours de l'aide à la famille ou je ne m'en sors pas toute seule. On a comme une dépression parce que le fait de penser chaque soir
comment je vais gérer ce mois. Je suis devenue même une maman agressive. Entre l'ancien appartement familial minuscule... 3 filles dans la même pièce, pour dormir, pour étudier. C'était clairement l'enfer, quoi. Et l'actuel impayable, Nadia et sa mère se sentent prises au piège. Quand on cherche dans le privé, c'est toujours plus élevé que le prix qu'on paye maintenant. Je suis inscrite au logement social. Ils me disent que j'ai pas assez de points. Comme 40 000 ménages sur liste d'attente. Il y a beaucoup d'attentes. Plus de 10 ans en moyenne. Mon cas, c'est pas urgent. La crise du logement à Bruxelles a 2 sources. La forte proportion de locataires et l'explosion des loyers. Refrain populaire que chiffre Marion Angler de l'Observatoire de la santé et du social de Bruxelles-Capitale. Entre 2004 et 2016, le loyer moyen a augmenté de 20% sans tenir compte de l'inflation, ce qui est énorme. Allez, bonjour. Entrez, il y a mon collègue qui va arriver. Il m'a envoyé un message il y a 3 minutes. Il y en a qui arrive. Alors l'habitat se réinvente. Donc ici, il y a c'est le salon. C'est combien de carrés comme ça ? 170. À 3, ouais. Comme ici à Saint-Josse où 3 hommes testent une colocation atypique. Ils ne sont pas étudiants mais actifs et quadragénaires. Pour le même prix, François a troqué son studio contre une maison de caractère de 170 mètres carrés. J'ai une beaucoup plus grande chambre, des espaces communs beaucoup plus grands. Ça englobe toutes les charges et dans ce cas-ci, il y a une place de parking. Vous êtes à Bruxelles depuis de longues années. Est-ce que vous ressentez clairement que c'est de plus en plus difficile de se loger avec un revenu moyen ? Il n'y a pas moyen de se loger valablement si on veut avoir un budget de détente et vivre un peu normalement. Si le concept de la colocation, ça n'existait pas, comment est-ce que vous feriez pour vous loger à Bruxelles ? Ça deviendrait très compliqué. Effectivement. Ou alors à ce moment-là, il y aurait vraiment un sentiment de paupérisation et un sentiment peut-être d'injustice. Logement précaire, travail précaire, un cocktail détonnant qui engendre de nouvelles formes de vulnérabilité sociale. Depuis une dizaine d'années, la capitale européenne connaît un effritement, un déclassement de sa classe moyenne. Nicolas De Keuch, directeur du Forum Bruxelles contre les inégalités. Traditionnellement, la pauvreté, jusqu'il y a encore 10 ou 15 ans, était expliquée par 2 grands facteurs. Le premier, c'était simplement la pauvreté qui se passait de génération en génération. On hérite du statut social de ses parents. Un autre facteur, c'était la notion d'accident. Aujourd'hui, on arrive à des formes de précarité qui sont davantage sournoises, davantage cachées. C'est la précarité ordinaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le précaire à Bruxelles, c'est l'étudiant, la mère de famille, le travailleur, le pensionné, des gens qui ont un statut social, qui remplissent leur journée d'activité et d'interaction sociale, mais qui rencontrent des événements, des carrefours dans leur quotidienneté, dans leur vie, dans leur biographie, qui peuvent les faire basculer dans la précarité. Et ces carrefours, en fait, c'est les carrefours que tout le monde rencontre. Le départ du giron familial pour les plus jeunes, la retraite pour les plus âgés, l'arrivée d'un enfant, une séparation. Bruxelles fait face à la première génération qui vit moins bien que ses parents. Quand avoir un enfant n'est plus seulement du bonheur. Bonjour. Bonjour. Vous êtes dérangé pour votre arrivée. Cécile Leclerc nous reçoit dans son appartement de Berchem-Sainte-Agathe, un 2 chambres qu'elle partage avec ses chiens et ses 4 enfants à mi-temps. Je dors avec mes 2 plus jeunes, qui ont quand même maintenant 6 et 9 ans. Mes 2 aînés sont adolescents et ont une chambre pour eux 2 aussi. On vit à l'étroit. La situation a fait que la garde alternée, mon aîné a choisi de faire une alternance différente de celle de ses frères et sœurs. Mon aîné ne voit plus ses 3 frères et sœurs parce qu'elle alterne, étant à l'université, elle alterne la garde alternée. Je suis vraiment sans rien. J'ai été orientée par décision de justice vers le CPS, dans l'attente d'une pension alimentaire. Mais finalement, la pension alimentaire, puisque j'ai bénéficié du CPS, m'a été refusée. La vie de cette femme issue d'un milieu aisé a basculé voici 5 ans. Un divorce douloureux,
Une indépendance financière à laquelle elle n'était pas préparée. Elle, cette ancienne enseignante du supérieur, devenue femme au foyer à la naissance du premier. Mais c'est un choix de couple que j'ai payé très cher. Sans emploi, psychologiquement à bout, elle peine à se réinsérer sur le marché du travail. Je ne sais plus financer les besoins de mes enfants. Activités culturelles et activités extrascolaires, ça c'était, on va dire, le surplus. Mais même au niveau des besoins, nous devons renier sur l'essentiel. Je ne sais plus acheter des vêtements à mes enfants. Donc nous avons tous les vêtements de mes enfants, les vêtements sont reçus. Nous avons aussi de l'aide, même au niveau alimentaire, d'ASBL qui reçoivent des invendus de grandes surfaces. Donc nous avons une énorme solidarité, c'est une chance. La future bombe sociale, c'est ainsi que certains spécialistes qualifient la monoparentalité. À Bruxelles, une famille sur 3 n'a qu'un chef de ménage et dans 9 cas sur 10, c'est une femme. C'est vrai, la monoparentalité renforce différentes précarités, ça c'est absolument clair. Chercheur à l'UCL, Martin Wagner s'est penché sur leur quotidien. Ces femmes-là, elles investissent tout pour que les enfants s'en sortent bien, pour que les enfants, on ne remarque pas que c'est des enfants pauvres à l'école, mais par contre, elles mettent leur propre vie à côté, en pause, en attendant que les temps vont mieux, quoi. Et pourtant, à part une légère majoration des allocations familiales, les monoparents passent complètement sous les radars des services sociaux. Alors, ces 5 Bruxelloises ont décidé d'agir. Sourour, Anita, Fanny, Stéphania et Pascal ont créé Monomams and Dads. Ce n'est encore qu'une page Facebook, mais cela se veut un réseau d'entraide. Faire ça sous forme de plateforme numérique qui permet d'identifier qui habite où et qui est prête à rendre quel type de service à autrui. De la solidarité, mais aussi des revendications politiques. Et au fait, quelque part, on s'est constitué en groupe citoyen, apolitique, justement pour essayer de mettre en avant cette précarité, parce qu'elle ne peut plus continuer. Et au fait, elles sont beaucoup trop en souffrance, parce que dans 80% du temps, même plus, ce sont des femmes, au fait. Et cette souffrance est tue et cachée. Les 3/4 vont vivre leur précarité émotionnelle et financière dans l'ombre et dans la honte. Oui, elle est occulte, au fait. Et donc oui, il y a un abandon de la part du pouvoir public vis-à-vis d'elle. Si chaque politique publique pouvait, au moment où on confectionne ces programmes, où on les discute au sein des partis, avoir ce réflexe de se dire, tiens, mais cette mesure politique-là, si on essaye d'imaginer ce qu'elle donne sur une famille monoparentale, ça donne quoi ? Et est-ce qu'on ne devrait pas la revoir un petit peu ? Ça pourrait changer, transformer toute la société en réalité, qu'il s'agisse de questions de mobilité, d'organisation du temps... Et de loyer, de logement, etc., bien entendu. Quand la vie étudiante n'est plus la belle vie. C'est l'entrée, vous pouvez monter là. À 25 ans, cet étudiant qu'on appellera Louis fait son mémoire. Pas chez ses parents, pas dans un cote, mais dans un squat. Voilà notre salle de bain toute fraîche. On a descendu la baignoire qui était en haut, qui était pleine de merde de pigeons. Il a fallu récurer. Après, on bidouille, quoi. C'est clair que c'est pas du travail de pro. Enfin, tu vois, regarde l'arrivée d'eau, elle est derrière, elle est peut-être plâtrée à l'arrache, mais bon, ça marche, quoi. Louis a longtemps vécu en cote, payé par ses parents, plutôt classe moyenne, mais dont les moyens ont progressivement baissé. Mes parents travaillent actuellement. Bah oui, ils ont leur petit salaire. Ma mère, j'essaie de pas trop lui demander d'argent parce que je sais que justement, elle a même pas un logement. Elle va pas avoir une pension mirobolante. Il y a 4-5 ans, elle a commencé à se rendre compte qu'elle avait rien. Ça, c'est mon objectif au niveau financier, c'est de peser le moins possible sur son budget. Qu'elle mette un maximum d'argent de côté pour s'assurer un peu une retraite correcte. Le mode de vie de Louis n'est plus si atypique. Là où un étudiant consacrait 10% de son budget à son cote dans les années 60, il en consacre aujourd'hui 80%. Bon, programme du jour, on va continuer notre parcours, notre panorama historique, puisqu'après l'introduction théorique et l'exposé de quelques notions pour comprendre un petit peu mieux ce genre de roman. En 10 ans, le nombre d'étudiants bénéficiaires du CPS a augmenté de 75%, une hausse bien ressentie sur le campus de l'Université libre de Bruxelles. Comment s'est passée la rentrée ? Dur, faut le temps de se remettre dans le bain. Il y a eu une seconde session ? Oui.
Laurence Sillot, donc vous êtes assistante sociale au service social étudiant ici de l'ULB. On le voit sur votre bureau, il y a beaucoup de dossiers, les dossiers s'amoncellent. Ça veut dire clairement que on vient de plus en plus toquer à votre porte? Oui, on estime environ un quart des étudiants de l'ULB qui sont soutenus par notre service, que ce soit via les réductions de Minerval ou via des aides financières, des fonds privés en tout genre. On voit clairement que ça augmente parce que voilà, l'État se dégrade au niveau de leur situation. Parents en invalidité, au chômage, de plus en plus de personnes qui sont au CPS par exemple. Et donc ils ont besoin d'aides financières conséquentes. Le soutien, vu qu'on est aidé financièrement, on se sent redevable envers les gens qui nous aident. On a un besoin de réussite un petit peu plus important que peut-être d'autres étudiants qui sont aidés uniquement par leurs parents et qui trouvent ça normal, quoi. Quand on les reçoit en entretien, ça se ressent, ils sont stressés, ils nous disent qu'ils n'ont pas spécialement toujours le temps d'étudier du coup parce que la contrainte financière est là. Et quand ils doivent jobber le soir, la nuit, les week-ends, ça se voit aussi sur les parcours académiques où il y a des petits couacs, des échecs, ils doivent recommencer, ils ont raté quelques crédits. Une double vie que connaît bien Nadia. À 22 ans, cela fait déjà 7 ans qu'elle cumule études et vie professionnelle. 3 soirs par semaine, elle travaille dans un restaurant. Je vais en cours la journée et le soir, directement après, je vais travailler et je rentre à minuit et demi. Et le lendemain, à 6h, je dois retourner à l'école ou en stage. Ne pas travailler, ne pas avoir de job étudiant, c'est impensable pour moi. M'assumer moi-même et ne pas être une charge en plus pour ma mère. Ça, c'est obligé. De moins en moins, le travail étudiant est là pour financer les loisirs. De nos jours, un étudiant sur 4 travaille pour payer ses études. Renaud Mas a dirigé l'Observatoire de la vie étudiante à l'ULB. Il y a une explosion des jobs dans l'ORECA, une explosion des jobs dans la grande distribution. De plus en plus, on voit que les étudiants occupent des jobs qui correspondent à un travail faiblement qualifié, qui n'a aucun lien avec leurs études et qui n'a d'intérêt qu'alimentaire, quoi. C'est aussi des jobs qui sont vite épuisants, qui prennent vite trop de place dans la vie et qui donc du coup ne sont pas forcément bons pour la réussite des études, quoi. Et pourtant, les études, un diplôme, cela reste le meilleur moyen de se protéger contre la précarité, encore que. Quand le diplôme n'amène plus à l'emploi. Oui, quand vous irez à l'université, après vous aurez un travail, et on nous présente tout ça comme ça, et en fait ce parcours-là n'existe pas vraiment, quoi. Les promesses de ses professeurs, Théodore a fait une croix dessus. À 27 ans, ce diplômé du supérieur en photographie est au chômage depuis la fin de ses études, il y a 3 ans. Des petits boulots par-ci, par-là, plus du bénévolat défrayé qu'autre chose. Personnellement, j'ai beaucoup de travail, mais j'ai pas d'emploi. C'est-à-dire que je travaille de mon côté, mais pour qu'à un moment quelqu'un me paye pour ça, c'est le parcours du combattant complet, quoi. On va te payer en bière, on va t'exposer, c'est super, ça va te faire de la publicité. Oui, la publicité c'est bien, mais je peux pas la manger, quoi. Donc il y a un moment où on est dans un problème de dévalorisation du travail et de l'emploi aussi. Où c'est moyen drôle ces moments-là, où il faut constamment éduquer aussi les gens qui devraient nous payer. On doit les éduquer à nous payer, ce qui est un peu étrange. Marie, oui, j'ai besoin de toi. C'est juste pour que tu vois ici en fait ce que je viens de faire, si c'est ok. C'est très bien. Et tu vas envoyer par la poste aussi? Oui, donc pas oublier de mettre la petite phrase en dessous avant d'imprimer. Quelle phrase? Courrier envoyé en complément du mail de ce jour. Tu vois, comme ça, quand ils reçoivent la lettre, ils se demandent pas pourquoi ils reçoivent une lettre alors qu'ils ont déjà reçu un mail. Ok, tu vois, ça va. Là, ils savent que c'est une lettre en plus du mail que tu as déjà envoyé. Ça va? Merci. De rien. Diplômés, mais chômeurs de longue durée, un statut que les conseillers Actiris rencontrent de plus en plus. Marion Angler de l'Observatoire de la santé et du social de Bruxelles-Capitale. Entre début des années 90 et actuellement, la part de chômeurs qualifiés est passée de 13% à 23%. Ça veut dire que même les personnes qui sont diplômées actuellement peuvent connaître des situations de pauvreté et de précarité. Et pour aider ce public, les conseillers Actiris sont parfois impuissants, pas toujours facile d'entrer dans le moule de l'organisme régional. Par exemple, en tant que photographe, on m'a proposé d'être caissier à Disneyland Paris, de travailler dans une usine de poissons au Canada, de travailler dans un restaurant comme commis aussi sur une île au Canada.
Et toutes les offres d'emploi qu'on m'a faites étaient à l'étranger. Un problème que connaît bien Laurent, 41 ans, 2 diplômes universitaires en poche dans le secteur culturel et sans emploi stable depuis une quinzaine d'années. Oui, non, je ne rentre pas du tout dans les cases et elle en aime encore moins. L'an dernier, suite à la limitation des allocations dans le temps, il a perdu son droit au chômage, direction le CPAS. L'angoisse par rapport au fait d'être au CPAS, hormis le rapport de la société, le CPAS est vu comme plus honteux que le chômage encore. Mais hormis ça, c'est voilà, qu'il n'y a pas de port de sortie. S'il n'y a plus de CPAS, il n'y a plus du tout d'argent, mais alors plus du tout. Rien qu'à Bruxelles, près de 5000 personnes ont été exclues du chômage l'an dernier. Un tiers de ce groupe s'est tourné vers le CPAS, le reste a disparu dans la nature. Solliciter le CPAS, c'est une option que Théodore le photographe n'envisage pas pour l'heure. Mais comme il n'a pas droit au chômage, il vit tantôt chez des amis, tantôt chez sa petite copine et s'apprête à retourner chez son père. Théodore est un boomerang kid, nouveau terme pour désigner ces jeunes de plus en plus nombreux à retourner dans le nid familial longtemps après l'avoir quitté. C'est une discussion qui est en cours et qui est super violente sur le plan symbolique. C'est-à-dire que c'est vécu comme un échec aussi bien de ma part que du côté de mon père qui lui se dit qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai pas fait pour que mon fils à 27 ans doive rentrer à la maison, quoi. Enfin, c'est quelque chose qui est pris comme très très personnel alors qu'il y est pour rien du tout. Il y est pour rien du tout. Il y a des jours où j'ai envie de m'énerver aussi contre la génération dessus qui nous dit « Ouais, mais vous trouvez pas de travail, qui essaie de nous culpabiliser. » En fait, de dire « Mais écoutez les gars, c'est vous qui avez tout foutu en l'air, c'est vous qui avez tout bousillé. Vous avez cru que le plein emploi, ça serait pour toujours et vous avez jamais rien vu venir. Et maintenant, c'est nous qui ramassons les pots cassés, quoi. » Face à ce tableau bien sombre, que faire ? À Bruxelles, 4 personnes sur 10 sont en situation de pauvreté. À la pauvreté extrême, à ce qu'on appelle le quart-monde, se surajoute progressivement une précarité ordinaire mais réelle, celle d'une classe moyenne qui n'a plus les moyens. Les spécialistes sont unanimes. Le premier levier d'action est de faciliter l'accès au logement. Rénover et compléter le parc de logements sociaux ne suffira pas. Il faut enrayer, disent les experts et les militants, la hausse des loyers dans le parc locatif privé. Alors il est généralement admis qu'on ne peut pas consacrer plus de 30% de son budget pour se loger, charges comprises. Ça devient quasiment impossible de respecter ce ratio à Bruxelles et donc il est absolument pas rare de rencontrer des locataires qui consacrent 50, 60 voire 70% de leur budget pour réussir à se loger. Ilham Ben Saïd du Rassemblement bruxellois pour le droit à l'habitat. Il devient urgent d'encadrer les loyers à Bruxelles simplement parce qu'on se rend compte que les loyers depuis longtemps ne cessent d'augmenter, qui deviennent de plus en plus inaccessibles et qu'aujourd'hui, il n'y a plus forcément de rapport équitable entre le loyer qui est demandé et la qualité du logement même. Et donc, d'après nous, il faudrait remettre un petit peu d'ordre dans tout ça et se baser sur des grilles de loyer qui soient objectives, qui se basent sur des critères précis et qui permettent d'éviter l'envolée complètement folle des prix qu'on connaît pour le moment. Le dossier est sur la table des parlementaires bruxellois. Gros bémol, les grilles de loyer imaginées jusqu'ici ne sont qu'indicatives, autrement dit, sans aucune force contraignante pour les propriétaires. Logement, travail, restructuration des schémas familiaux, le déclassement de la classe moyenne est multifactoriel et nécessite donc une réponse globale, mais laquelle ? C'est toute la question. Nicolas de Keusch, directeur du Forum Bruxelles contre les inégalités. C'est une pauvreté qui est invisible parce qu'elle est cachée. Et d'ailleurs, de nombreuses personnes, de nombreux Bruxellois qui vivent des situations précaires ne sont pas elles-mêmes conscientes de la précarité de leur situation. Et c'est toute la question de savoir ces populations à risque, par exemple les mères de familles monoparentales, dans quel miroir social peuvent-elles retrouver leur reflet ? Quelle est l'organisation instituée qui va les défendre, qui va défendre leurs intérêts ? Quelle est la vision juridique qu'on a par rapport à ces mères de familles monoparentales ? Et je pense aujourd'hui à Bruxelles que le législateur et le politique ne donnent pas assez de reconnaissance à ces nouvelles formes sociologiques que prend aujourd'hui la vie au quotidien à Bruxelles. La vie au niveau de la famille, au niveau du logement et au niveau du travail, par exemple.